Aujourd'hui, on va parler des nouveaux Nikon et cette première vidéo sera dédiée au Nikon Z6. Il y a une petite dizaine de jours comme ça, Nikon m'a envoyé le Z6 et le Z7 pour les essayer, pour voir ce que ça donne et pour vous faire un test. Le Z6 et le Z7, c'est donc les deux appareils que j'ai chez moi ces jours. J'ai avec le 35 1.8 et le 24-70 f4. J'ai pas le 50 mm f1.8, mais j'ai déjà pu m'amuser un petit peu avec. Et le but de cette vidéo, c'est donc vous donner un petit peu mon avis sur le Z6 plus particulièrement. Je vous parlerai du Z7 dans une prochaine vidéo. Et à mes yeux, le Z6, c'est celui qui correspondra à la majorité des gens et certainement la majorité des gens qui me suivent. Et le Z7 est un peu plus spécifique. Donc je vous dis qu'on allait commencer avec le Z6. C'est certainement le meilleur mirrorless que j'ai testé jusqu'à maintenant en termes d'ergonomie. Le grip est largement supérieur à ce que l'on trouve sur Sony. Il est un petit peu plus grand, il n'est pas aussi grand que ce que j'ai sur le D810. J'ai quand même le petit doigt qui arrive gentiment au bout du grip, mais j'ai quand même la place pour le caler, que sur les Sony c'était plutôt comme ça que je le tenais et c'était pas excessivement pratique. Sur le Z6, je trouve que c'est beaucoup mieux, la prise en main est bien meilleure, il tient bien en main, c'est un peu plus gros, ça fait surtout moins jouet. Sony, en fait, j'adore leur boîtier, je trouve qu'ils sont vraiment très bien, ils sont très performants, mais j'ai l'impression avec en fait de perdre cette sensation de faire de la photo et j'ai l'impression d'avoir juste un jouet électronique entre les mains. Ce que j'aime beaucoup avec les Nikon en fait, c'est que j'ai retrouvé un peu cette sensation de faire de la photo plus qu'avec les Sony, peut-être pas autant que ce que j'ai avec mon D810, mais quand même plus. Et en fait, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai l'efficacité que je trouve dans des boîtiers comme les Sony, des mirrorless en général, mais j'ai quand même ce côté de plaisir de photo et d'avoir l'impression d'avoir un appareil photo entre les mains que j'avais un peu l'impression de perdre avec les boîtiers de chez Sony. En termes d'ergonomie, si vous êtes habitué à shooter avec du Nikon, vous n'allez pas être hyper perdu. Ça ressemble beaucoup, on a toujours le même genre de bouton ici sur le dessus. Par contre, vous notez que ici on a une espèce de molette qui en fait remplace celle que l'on avait ici derrière. On a le pouce qui est bien posé, on a le joystick qui est accessible. Tous les boutons derrière, je trouve qu'ils sont très bien placés, ils sont très facilement accessibles. J'avais eu le Canon EOS R entre les mains quelques minutes et en fait juste quelques minutes je me suis rendu compte que l'ergonomie ne me plaisait pas du tout. Il y a des boutons qui sont difficilement accessibles ou que j'aimais pas comme c'était accessible, que là je trouve que tous sont assez faciles à accéder. Certaines personnes ont l'air de se plaindre des boutons qui sont ici devant, qui remplacent en fait ce que l'on avait là, donc sur l'ancien, sur le D810. On a ici les boutons pour la mise au point où on pouvait changer en fait la mise au point, passer en manuel ou en automatique et accéder aux différents modes en appuyant sur le bouton au centre. On n'a plus ça sur la série Z, on n'a plus de boutons de ce côté, on a deux de ce côté. Les deux petits boutons qui sont de ce côté, on peut les personnaliser entièrement comme la majorité de ceux qui sont derrière et du coup ça rend l'ergonomie vraiment génial parce que finalement on peut mettre les fonctionnalités qu'on a besoin là où on les souhaite. Et là c'est par contre un petit défaut que j'ai trouvé, c'est que sur Sony on peut quasiment mettre toutes les fonctionnalités sur n'importe quel bouton, que sur le Nikon je trouve qu'on est un peu plus limité. J'espère qu'avec une prochaine mise à jour de firmware ça va changer, qu'il y aura accès à plus de fonctionnalités sur les boutons personnalisables. On peut déjà les personnaliser, c'est déjà bien. Si on peut avoir plus de fonctionnalités, ça serait encore mieux. Toujours par rapport à l'ergonomie, d'autres choses que j'ai trouvé vraiment chouettes, c'est que on retrouve ici un petit bouton qui nous permet de désactiver et d'activer le switch entre le viseur et l'écran. Ça veut dire qu'on peut choisir si on va avoir que l'écran actif, que le viseur, ou alors si on va avoir le passage de l'un à l'autre automatique, ou avoir une priorité sur l'un ou sur l'autre, ce qui est vraiment très bien. En plus de ça, comme sur le XH1, on a le viseur qui est légèrement décollé de l'écran, donc c'est pas complètement plaqué, parce que si vous prenez le D810, vous voyez que c'est toute une ligne et du coup quand on le met à l'œil on a le nez qui est un peu écrasé contre. Si on fait de la vidéo c'est pas génial et du coup c'est beaucoup plus agréable de l'avoir légèrement décollé ou comme ça on met pas notre visage sur l'écran et on le salit beaucoup moins. En parlant de l'écran et des viseurs d'ailleurs, ils sont très bien, j'ai pas franchement de reproches à faire. Maintenant comme toujours c'est juste un écran qui se relève, c'est pas un écran qu'on peut avoir en face de soi, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, voilà, on va arrêter de se plaindre de ça parce que visiblement les constructeurs n'ont pas envie de changer ça. Est-ce que c'est une question de brevet? Est-ce que c'est une question de solidité? On le sait pas. Aucune marque a apparemment envie de se prononcer là-dessus. On a au moins un écran qui peut flipper vers le haut et vers le bas, pas sur le côté comme le XH1 qui peut se relever légèrement ici sur le côté. Le viseur est vraiment très agréable. J'aurais presque envie de dire que c'est au moins autant bien, voire mieux que ce que l'on a sur le Sony A7 III. Je vais pas dire mieux parce que c'est dur de comparer vu que je l'ai plus entre les mains, mais c'est au moins autant bien et j'ai trouvé vraiment très agréable, très net, très clair, vraiment génial à utiliser. Encore une chose par rapport à l'écran que j'ai trouvé en avantage par rapport au boîtier de chez Sony, c'est que on a en fait accès à toutes les fonctionnalités avec. Ça veut dire que si ici je vais dans les menus,
je peux aller changer des réglages avec simplement mes doigts. J'ai pas besoin de passer par les touches qui sont sur le côté, que chez Sony c'est un petit peu la galère, on est toujours obligé d'emplier les boutons alors que l'écran est tactile. C'est quelque chose qui me dépasse. Quand on a un écran tactile, c'est quand même pas compliqué de le faire tactile pour tous les menus et toutes les fonctionnalités. Nikon l'a fait et tant mieux parce que je trouve que c'est vraiment pratique et que ça a du sens finalement de le faire comme ça. On a le petit switch, j'en ai parlé avant, pour passer de la photo à la vidéo. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très bien, qui est très pratique, qui avait déjà sur les anciens boîtiers de Nikon. Je l'avais sur le D810, sauf qu'il était placé en bas au lieu d'être ici en haut, et c'est vraiment bien. Ça me rappelle un peu ce que j'avais sur certains Canon, notamment le 5D. C'est assez agréable, c'est pratique. On a le petit bouton de display au début que je savais pas à quoi il servait, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pour passer les différents modes d'affichage que l'on a dans l'écran, par exemple sur l'histogramme. Vraiment très pratique. Ce qui est bien aussi d'ailleurs par rapport à ce switch, c'est qu'on peut aussi définir certains réglages qu'ils soient différents en photo qu'en vidéo. Par exemple, si on veut une balance des blancs fixe entre la photo et la vidéo, on peut le définir, mais on peut aussi faire en sorte que ça reste une balance des blancs différente pour la photo de pour la vidéo. Pareil pour le profil couleur, pareil pour différents réglages, on peut un petit peu choisir et avoir vraiment soit deux modes séparés, soit deux modes qui sont plus ou moins liés, mais pas complètement non plus. Et c'est assez chouette parce que du coup, si on passe de la vidéo à la photo assez rapidement, on peut garder nos réglages séparés et on n'est pas obligé de les reprendre à chaque fois et de devoir les remodifier pour que ça corresponde par exemple au framerate. J'ai trouvé ça vraiment très malin et très pratique. Avant d'aller plus loin, on va parler quand même du truc qui a l'air de déranger tout le monde, c'est le fait qu'il n'y ait qu'une seule carte. C'est effectivement qu'une seule carte qu'on a là-dedans et c'est du XQD, donc c'est des cartes qui sont disponibles actuellement sur les boîtiers Nikon. Je l'ai pas vu sur d'autres appareils que des appareils Nikon. C'est un choix qu'ils ont fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Le choix d'avoir fait du XQD, c'est particulier. Apparemment, c'est vraiment Nikon qui a envie de pousser ce genre de cartes. C'est des cartes qui sont très rapides, qui sont très solides. On a de la peine à les casser, à les plier. C'est vraiment des bonnes cartes. Après, le truc qu'il y a, c'est que si vous passez sur un système comme ça et que vous avez comme moi un D810, vous pouvez prendre toutes vos cartes, les mettre à la poubelle et en racheter. En plus de ça, ça coûte assez cher, donc c'est vrai que c'est un petit peu pénible et c'est quelque chose quand même à prendre en compte au moment où vous faites le switch, parce que ça va quand même vous coûter cher en carte si vous en avez besoin de beaucoup. Ça veut dire aussi qu'il vous faudra un nouveau lecteur de carte, parce que j'ai essayé de transférer les fichiers avec le câble USB-C qui est intégré, qui est délivré avec le boîtier, sauf que c'est extrêmement lent et du coup, sans avoir un lecteur de carte à part, c'est un petit peu la cata. Donc ça veut dire aussi un nouveau lecteur de carte. Et en plus de ça, il n'y a qu'un seul slot, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule carte qui peut être mise dedans et c'est un petit peu dommage. Ça aurait été vraiment une très grande idée que d'avoir eu un deuxième slot qui aurait par exemple été du SD, comme ça les gens n'auraient pas forcément eu besoin de racheter des nouvelles cartes, et en plus de ça, on aurait pu avoir deux cartes, parce que c'est vrai que quand on fait du mariage, c'est plutôt agréable d'avoir deux cartes. Je pense entre nous qu'il n'y avait peut-être pas forcément la place dans ce boîtier pour en mettre deux, parce que le XQD c'est quand même plus gros que du SD et je pense que c'est un petit peu compliqué d'en faire passer deux. Il y a des rumeurs comme quoi peut-être que ça viendrait dans le grip vertical, sauf que si on regarde dessous, il y a absolument zéro connectique pour mettre un grip vertical. Donc je sais pas si ça va arriver un jour ou pas, s'il y a peut-être quelque chose qui est caché, si ce sera un grip vertical en Bluetooth ou autre, mais pour le moment on peut absolument pas apparemment mettre de grip. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, s'il y aura un grip ou non, s'il y aura quelque chose qui sera fait ou pas. Sur les Nikon, donc peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, c'est une nouvelle monture que l'on a, donc là c'est du Z, c'est plus la monture en F que l'on avait auparavant, c'est une monture qui est beaucoup plus grande, donc ça veut dire des nouveaux objectifs ou alors une bague d'adaptation. La bague fonctionne très bien, je l'ai testé avec mes objectifs, avec tous, je l'ai testé aussi avec un Sigma, ça marchait très bien, j'en ferai une vidéo à part parce que je pense que ça mérite d'être à part. En tout cas, la monture Z a l'air d'être bien, plus grande, donc ça veut dire plus de possibilités aussi en termes d'objectifs, ce qui sera bien, plus de facilité d'adaptation, ce qui est aussi malin. Les nouveaux objectifs sont pour le moment hyper limités, on en a 3, il y a le 24-70, le 50 et le 35. Là-dessus, c'est donc le 24-70 avec un petit truc pour bloquer. Quand on le débloque, ensuite on est à 24 et on peut le pousser à 70. On va pas se le cacher, il est un petit peu moche, c'est pas un objectif qui est très joli, mais il fait le travail, il va très bien. On a aussi maintenant des bagues de mise au point qui sont électroniques, et d'ailleurs on peut les personnaliser. C'est quelque chose que j'ai trouvé génial, parce qu'en mariage, par exemple, je shoot en priorité ouverture, et ça veut dire que plutôt que d'avoir par exemple la mise au point sur cette bague, je pourrais mettre la compensation d'exposition, et comme ça en tournant, je peux simplement ajuster si je veux plus ou moins. Et ça c'est vraiment pratique, parce que ça m'évite d'avoir à jouer avec la molette derrière, c'est beaucoup plus rapide de travailler avec la main gauche pour le faire, et d'être simplement avec la main droite pour déclencher. Je trouve ça vraiment très bien et c'est plutôt génial.
J'espère qu'il y aura une bague aussi qui va venir, bague d'adaptation pour les autres objectifs où on pourra le faire aussi. Celle que j'ai, c'est une bague standard toute simple où il n'y a rien du tout dessus et du coup je peux pas changer ce genre de réglage. Espérons que ça vienne aussi. Assez parlé d'ergonomie, de petits trucs, de boutons, de machin, on va parler maintenant un peu plus des choses qui nous intéressent. Je vais commencer par parler de la photo. Ça correspond un petit peu en mirrorless à un D750. Donc on a vraiment un boîtier avec un capteur qui est presque pareil que le D750, en tout cas à mes yeux. C'est aussi un 24 mégapixels, c'est un boîtier qui monte très bien en ISO, il a une plage ISO de 100 à 51200 sauf erreur. Pour ce que j'ai vu, ça correspond vraiment à ce que l'on a avec un Sony A7 III en termes de montée en ISO. C'est-à-dire que c'est vraiment très bon, c'est comme le D750 voire un petit peu mieux. Et on a aussi une latitude d'exposition qui est assez large, ou plage dynamique si vous préférez, peu importe. On a une latitude d'expo qui est assez large, c'est-à-dire qu'on peut, si on veut récupérer quelques stops, quelques diaphs d'exposition, en post-production. L'autre chose qui a été beaucoup discutée sur les forums, en plus de la seule et unique carte XQD, c'est la mise au point de ces boîtiers. Alors je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais pas envie de partir du tout dans un esprit négatif, et je dois avouer que mon test de l'AF était pas si mauvais que ça. À lire tous les tests, je pensais que ça serait catastrophique, et ça ne l'est pas. C'est clair que c'est pas l'AF du D5, on n'a pas la mise au point qui est rapide comme sur un D5, on n'a pas la mise au point qui est comme sur un Sony A9, mais on a quelque chose qui est très correct, c'est pas forcément toujours très rapide, dans des conditions de faible luminosité ou de faible contraste, ça patine un peu, on va pas se le cacher, et pour la majorité des choses, ça suffit amplement. Il y a la reconnaissance des visages, donc ça veut dire que ça va faire la mise au point sur des visages, il n'y a pas la reconnaissance des yeux, j'espère là encore que Nikon va faire une mise à jour de firmware en ayant la reconnaissance des yeux et le suivi des yeux, ça serait juste absolument génial. Ça serait vraiment, à mes yeux, c'est un peu le truc qui manque en termes de mise au point. À noter aussi par rapport à l'autofocus, c'est quelque chose que j'ai remarqué moi, je sais pas si c'est juste moi ou si c'est effectivement un fait avéré, il y a des grosses différences entre les objectifs. Par exemple, le 24-70, dans des conditions de faible luminosité, c'est juste catastrophique. Par contre, si je prenais le 35 f1.8, ça marchait très bien. Si je mettais la bague d'adaptation et que je prenais des objectifs avec des grandes ouvertures, ça marchait là encore une fois très bien. Si je prenais des objectifs un peu plus fermés, c'était un peu plus la cata. Je pense qu'il y a une question de lumière qui peut passer à travers l'objectif et que du coup le capteur arrive mieux à faire l'autofocus quand il y a plus de lumière, ce qui me paraît aussi un petit peu logique. Donc voilà, je pense aussi que l'autofocus, on aura un petit peu moins de critiques négatives le jour où il y aura plus d'objectifs qui seront disponibles pour la monture Z. Autre chose par rapport à la mise au point, c'est qu'on a la possibilité d'avoir du picking ou mise en relief si vous parlez français. Le picking, c'est simplement quand vous faites la mise au point, ça affiche les zones où c'est net avec une couleur. Vous pouvez la choisir d'ailleurs. Que ce soit en vidéo ou en photo, je trouve ça très pratique. Personnellement, je fais beaucoup de beauté et quand je fais du close-up, c'est un peu la galère d'employer la mise au point automatique. Du coup, je le fais souvent en manuel et c'est une fonctionnalité qui est absolument géniale. Et juste pour ça, sincèrement, j'ai envie d'acheter un Z7 parce que quand je fais de la photo beauté, ça me permet d'avoir beaucoup moins de déchets, beaucoup moins de problèmes de mise au point, parce que je sais exactement où la netteté sera. Autre chose qui est disponible aussi sur ces boîtiers, que je n'avais pas sur mon D810, c'est que l'on a du Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, c'est très bien, parce que ça nous permet d'avoir par exemple nos photos directement sur le téléphone pour pouvoir les publier pendant la journée, par exemple si on fait du mariage pendant la journée sur Instagram pour faire un petit peu de la pub, ou alors si on shoot en extérieur, qu'on fait du paysage, ou qu'on est youtubeur, instagrammeur, ou peu importe ce que l'on fait, créateur de contenu, on peut simplement les publier au fur et à mesure, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt malin et plutôt agréable. Par contre, si vous attendez avec le Wi-Fi de ce boîtier à pouvoir shooter connecté sans câble, il faut complètement oublier ça. J'ai essayé de le faire avec le Z7. Le transfert des fichiers est absolument horriblement lent. Ça prend pas une minute, mais bon, le Z7 c'est aussi 45 mégapixels, donc c'est des gros fichiers, mais ça prenait quand même 10 à 20 secondes pour copier un fichier, même en Wi-Fi direct entre mon ordinateur et le boîtier. Donc c'est quand même long, et même si on divise par 2 le temps avec le Z6, ça reste quand même 5 à 10 secondes, donc autant dire qu'en mode shooter connecté, c'est un petit peu compliqué. Ils ont fait une sorte de grip qui est pas vraiment un grip, un truc qui se connecte dessous pour avoir accès Wi-Fi avec un câble qui pend entre le grip et le côté du boîtier, qui permet apparemment de faire du transfert de fichiers en Wi-Fi beaucoup plus rapidement, mais bon, bah, c'est un accessoire en plus. Ça aurait été chouette si le Wi-Fi avait été un peu plus performant, mais c'est toujours un peu le problème de tous les boîtiers. Le Wi-Fi qu'il y a dans ces boîtiers n'est pas pensé pour faire du shooting connecté, mais juste pour transférer un ou deux fichiers par-ci par-là sur un téléphone ou un ordinateur pour dépanner. J'ai l'impression que les 2-3 derniers trucs là j'ai sortis sont un peu négatifs sans vraiment l'être. On va parler maintenant de choses qui sont vraiment positives et qui à mes yeux font que ces boîtiers sont vraiment très intéressants, surtout le Z6, mais c'est des fonctionnalités qu'on retrouve aussi sur le Z7. On a plusieurs choses qui sont disponibles. Une chose, c'est le shooting silencieux. Ça, on l'a sur tous les mirrorless, plus ou moins. Donc, c'est-à-dire que ça ne fait absolument aucun bruit.
zéro, rien, nada. Si vous faites du reportage, c'est quelque chose qui est génial. C'est vraiment super de pouvoir avoir un boîtier qui ne fait pas de bruit. C'est des fois un peu gênant parce que les clients savent pas si vous faites une photo ou pas et du coup c'est un peu perturbé, mais vous êtes hyper discret et c'est vraiment quelque chose de chouette. On a une fonctionnalité de timelapse, ça veut dire qu'on peut faire des timelapses dans l'appareil. Il va nous produire une vidéo. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout sur les Sony et d'ailleurs je sais que beaucoup de photographes qui font du paysage sont un petit peu déçus. On a un intervallomètre aussi. Vous allez me dire mais si on peut faire du timelapse, pourquoi est-ce qu'il y a un intervallomètre? La différence entre les deux, c'est que le timelapse va produire un fichier vidéo, alors que l'intervallomètre va vous créer simplement des fichiers, une photo avec un déclenchement que vous allez régler, et comme ça ensuite vous faites vos timelapse par après en post-production. Si vous faites de la photo de produit, et je pense que ce sera surtout intéressant pour le Z7 plus que pour le Z6, on a la correction de la diffraction. C'est-à-dire que si vous shootez, vous pouvez avoir simplement votre boîtier qui corrige automatiquement la diffraction pour vous. On a encore d'autres modes, on a notamment le focus stacking, ou le, je sais plus comment ils appellent ça en français, mais enfin bref, la possibilité d'empiler plusieurs photos par rapport à la mise au point pour avoir la netteté, par exemple sur un produit du début jusqu'à la fin du produit, sans avoir les problèmes de profondeur de champ. Et c'est vraiment génial. Si vous faites de la photo de produit, je pense que ça vous sera très très utile de pouvoir le faire, parce que du coup vous avez besoin de galérer à le faire manuellement. Vous définissez le nombre de photos, le début, la fin de la mise au point, et vous déclenchez, et ça se fait tout seul. On a aussi ça, sauf erreur, sur le D850. On a ça sur du Phase One, donc c'est plutôt chouette d'avoir quelque chose qui se trouve dans un boîtier comme du Phase One sur un petit boîtier tout léger, tout petit comme ça. Enfin, une dernière chose qui va me permettre d'ailleurs de faire la transition dans la vidéo, c'est les réglages automatiques. Alors je sais que la plupart des gens qui me suivent sont certainement des gens qui détestent les réglages automatiques, et pourtant Dieu sait si je les emploie. Quand je travaille en mariage, je travaille presque exclusivement en priorité ouverture. Et quand je travaille en priorité ouverture, c'est vrai que des fois c'est un peu agaçant quand les réglages sont pas forcément très bons. Et j'ai remarqué sur le Z6 comme sur le Z7 que le calcul de la mesure en fait était vraiment absolument génial. Ça mesure les trucs, c'est vraiment dingue. Il y a très peu de problèmes d'exposition et du coup c'est facile à les régler après avec soit la molette ou alors, comme je l'ai dit avant, avec la bague ici, si on la règle pour ça. Et quand je dis je fais la transition en vidéo, c'est simplement que si vous faites de la vidéo, vous avez un mode auto-ISO qui fonctionne lui aussi très bien. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en mode manuel. Vous définissez votre diaph, vous définissez la vitesse d'obturation et ensuite vous pouvez laisser l'ISO en mode auto et ça va ajuster automatiquement par rapport à la scène pour vous. Vous n'avez pratiquement rien besoin de faire après, ça va faire tout seul. Et en plus de ça, la transition entre les ISO est complètement lisse. Ça veut dire qu'on va pas avoir des espèces de transitions cheloues avec tout d'un coup, ça passe à un truc plus clair, ça revient à un truc plus foncé. On le voit pas, c'est vraiment très naturel. Si on revient à l'autofocus en vidéo l'autofocus était aussi très bon. On peut employer l'écran pour taper et faire la mise au point sur les endroits que l'on veut. On peut le laisser en autofocus continu avec toute la scène en recherche. Et comme ça, du moment où on rentre dans le champ ou que l'on se déplace, ça va faire la mise au point pour nous. Ça marche vraiment pas mal. J'ai fait une ou deux vidéos pour YouTube qui sont soit déjà en ligne, soit qui vont arriver avec le Z6. Et j'étais vraiment très étonné parce que la mise au point fonctionne très bien. Il y a une ou deux fois où il avait de la peine à détecter mon visage. J'ai simplement arrêté l'enregistrement, je l'ai relancé et ça marchait de nouveau. Autrement, si on veut faire la mise au point en manuel, on a toujours le focus picking comme pour la photo et ça marche aussi très bien. En termes de mise au point par rapport à la vidéo, si je devais comparer à d'autres marques, à mes yeux, c'est presque aussi bon que Sony et Canon. C'est peut-être pas encore au même niveau, mais quand même ça marche très bien. Surtout, parce que c'est pas toutes les marques qui l'ont. On a aussi la mise au point même quand on fait du 120 frames par seconde et même quand on shoot en 4K. Notez que sur le Z6, il n'y a pas de crop. Ça veut dire que quand vous êtes en 4K ou que vous faites du 120 frames par seconde, vous aurez simplement votre capteur entier qui est utilisé et donc vous n'avez pas besoin de vous dire ah ok maintenant je suis en 120 frames par seconde donc c'est un peu plus serré donc je dois reculer si je veux pouvoir garder vous avez pas de différence entre le 120 frames par seconde du 4K ou du Full HD en 24 frames par seconde, c'est tout la même chose en termes de cadrage. Notez d'ailleurs par rapport à ces framerates que si vous êtes en 120 frames par seconde, vous pouvez aussi avoir le ralentissement directement dans le boîtier. Ça veut dire que généralement quand on fait du 100 ou du 120 images par seconde, c'est pour ensuite avoir un ralenti super doux, super sympa, qui est à la mode, que l'on voit partout maintenant. Vous pouvez soit le faire en 100 ou 120 et le ralentir vous par rapport en post-production, mais vous pouvez aussi choisir le mode qui va faire que vous avez votre fichier à la fin qui est déjà en 24 images par seconde mais qui a ralenti et c'est vraiment pas mal parce que ça permet de gagner du temps si vous n'avez pas envie de devoir le faire par après en post-production.
gens qui veulent vraiment faire de la vidéo, c'est possible de shooter en log, c'est possible d'avoir du 10 bits. Par contre, il faut un enregistreur externe que vous branchez sur le port HDMI, parce qu'en interne, ça ne fait pas de log et ça shoot en 8 bits. Quand je dis que ça ne fait pas de log, c'est pas complètement vrai, parce que par défaut, il n'y a pas cette option sur le Z6 ni sur le Z7. Par contre, il y a un logiciel pour Mac comme pour Windows qui s'appelle Picture Control, qui est développé par Nikon, qui est disponible gratuitement sur le site de Nikon et qui permet de faire des profils personnalisés. Si vous faites un profil personnalisé, vous avez le choix de créer, en fait, de définir la courbe que vous voulez. Parce qu'en fait, shooter en log, c'est simplement que vous avez une courbe qui est un petit peu différente de celle par défaut. Si vous pouvez simplement vous-même créer une courbe qui correspondrait plus ou moins à du log en faisant un truc qui est un petit peu rehaussé plutôt que d'avoir la courbe en diagonale, vous la faites rehausser un petit peu au milieu, vous pouvez l'arranger un petit peu, donner la forme que vous voulez pour avoir un petit peu plus de détails dans les hautes lumières, moins dans les ombres, peu importe ce que vous voulez. Donc du coup, vous pouvez plus ou moins avoir un log, ce sera pas un log défini par le constructeur, donc peut-être pas autant bon, mais vous avez déjà possibilité de faire quelque chose. Un truc que j'ai trouvé dommage sur le Z6 comme sur le Z7 par rapport au XH1 que j'avais testé et que pour lequel j'avais beaucoup aimé le profil Eterna, c'est que, voilà, je vous l'ai dit avant, on n'a pas d'écran qui peut se rabattre devant, on voit rien du tout, si je le mets comme ça, vous voyez même pas l'écran alors qu'il est rabattu vers le haut, on peut pas le rabattre vers le bas, on peut pas le mettre sur le côté, bref. On peut pas se voir quand on filme et du coup on peut pas savoir quand le boîtier est en train de filmer, et ça c'est un truc que je trouve absolument débile. C'est qu'on a ici, je sais pas si vous le voyez, mais une petite loupiote et une petite lumière qui nous permettent de faire en photo la mise au point dans la nuit, donc ça va clignoter un petit peu vert pour nous aider à faire la mise au point. Et je comprends pas pourquoi c'est pas possible de l'allumer quand on enregistre, même si c'est une puissance un petit peu plus faible pour pas qu'on devienne vert, ou alors juste la faire clignoter quand on lance l'enregistrement. Peu importe, mais juste de savoir quand c'est en train d'enregistrer en fait. Parce que j'ai essayé de faire un ou deux de mes tutos et en fait la caméra avec laquelle je suis en train de me filmer est plaquée contre le mur. Donc je sais pas du tout si c'est en train de filmer ou pas quand je me filme avec ça, à moins d'avoir un moniteur externe. Et du coup c'est un peu pénible parce qu'une ou deux fois j'ai commencé à faire des tutos avec le Z6, j'appuie sur le bouton et en fait je me rends compte à la fin de mon tuto que je n'ai absolument pas de vidéo parce que le boîtier avait juste pas enregistré, j'ai pas appuyé assez fort sur le bouton. Bref, mise à jour firmware s'il vous plaît. Rajouter cette lumière que on puisse choisir si on veut l'allumer ou pas, ça coûte rien du tout et ça serait si pratique. Par contre, on va arrêter de râler, parce que j'ai l'impression de faire que de râler alors qu'en fait je l'adore ce boîtier. Le Z6 il est stabilisé comme le Z7, donc on a un capteur qui est stabilisé et ça c'est très malin parce que par exemple Canon l'a pas fait et je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. La stabilisation marche très bien, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus saccadé que ce que l'on a sur Sony, ça me faisait un peu penser à ce que j'avais sur le XH1. Le XH1 la stabilisation est très stable, très smooth. Mais par contre, il y a des fois où ça saccade un petit peu quand on bouge. Donc, quand on shoot à 120 images par seconde, on voit rien du tout. Par contre, si on shoot à 24 images secondes, ça a tendance à être très stable et tout d'un coup à saccader. Il y a aussi la possibilité d'avoir la stabilisation électronique en plus. Par contre, là, du coup, en vidéo, on a un petit recadrage qui se fait. C'est pas forcément énorme. Maintenant, si c'est pour shooter soi-même avec du 24 mm, ça va être un petit peu serré. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, c'est le moment de parler des prix. Le Z6 coûte 2200, 2300 € entre les deux, selon où vous allez l'acheter. Ça fait le même prix que le Sony A7 III. C'est tout à fait logique finalement parce que c'est des boîtiers qui sont plus ou moins qui ont plus ou moins le même genre de fonctionnalité, le même genre de profil. En termes d'objectifs, là encore une fois, le 24-70 coûte la même chose que ce que coûterait le Zeiss 24-70 à f4. C'est dans les 900 à 950 €. Maintenant, si vous prenez le boîtier avec une bague d'adaptation, vous en aurez pour environ 2400 à 2500 €. Ça vaut pas mal la peine parce que, comme je l'ai dit, je vais faire une autre vidéo et je vous parlerai de cette bague. La bague fonctionne vraiment très bien. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous doivent se dire « Ok, j'ai du Nikon, est-ce que j'ai meilleur temps d'avoir un Sony A7 III ou alors de passer sur un Sony Z6 ou Z7 ?» Entre nous, c'est aussi un petit peu la question que je me suis posée, et ce qui m'embête beaucoup de passer sur du Sony, c'est que je perdrais mes objectifs qui sont de Nikon. Les objectifs de Sony coûtent très cher, j'ai pas forcément envie de les acheter. Je pourrais passer sur du Sigma, j'ai pas forcément envie non plus. J'aime beaucoup certains de mes objectifs que j'ai sur du Nikon, notamment le 58 1.4 que j'adore. J'ai pas forcément envie de le remplacer. Et finalement, je me suis rendu compte que la bague d'adaptation pour la série Z fonctionnait vraiment à merveille. Et c'est là où je me dis finalement avoir un Z7 ou un Z6 en complément du D810 aurait simplement beaucoup de sens, beaucoup plus que d'avoir un A7R3 ou un A7 III. En plus de ça, comme je l'ai dit aussi, j'ai cette sensation d'avoir un boîtier qui est solide en main, beaucoup plus qu'avec du Sony qui me paraît plus être un petit jouet, même s'ils sont très bien, c'est des très bons boîtiers encore une fois.
Je préfère la prise en main du Nikon, et pour moi la prise en main a une grosse importance, parce que quand j'ai des shootings qui durent une journée, ou alors un mariage qui dure une journée aussi, j'ai pas spécialement envie d'avoir un boîtier qui me casse les mains à la fin de la journée. Il faut aussi se rappeler, parce que j'ai l'impression que quand je lis des gens qui parlent de ces boîtiers, tant le Canon EOS R que les Nikon, la série Z, j'ai l'impression que beaucoup de gens râlent en disant que Sony sont beaucoup plus avancés et que c'est n'importe quoi de la part de Nikon et de Canon d'avoir sorti des boîtiers comme ça. Pour moi, les deux sont déjà très bons. Le Nikon est vraiment très bien. J'ai pas eu le Canon assez longtemps pour pouvoir le tester et vous en parler. Mais en tout cas, les deux Nikon sont vraiment très bons. Et ils sont largement supérieurs à ce que Sony a fait avec leur première génération de boîtiers mirrorless. Il n'y a vraiment pas du tout de comparaison faisable. Les Nikon Z sont vraiment supérieurs à tout ce que Sony a pu faire avant la série 3, donc avant le A9, avant le A7 III, avant le A7R III. C'est vraiment des boîtiers qui valent quelque chose et qui sont vraiment très bons. J'espère sincèrement qu'ils vont sortir une version un petit peu plus pro avec 2 cartes mémoire. C'est un petit peu le petit truc qui manque, parce que je pense entre nous que tous les problèmes de mise au point peuvent être réglés soit avec des nouveaux objectifs, soit avec des corrections de firmware. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que peut-être ça aura éclairci un petit peu vos idées par rapport à la série Z de chez Nikon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser juste en dessous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton aussi à côté des petits pouces pour vous abonner. Et comme ça, vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Passez une très belle journée et à bientôt. Ciao.